Nous allons donc commencer je ne sais pas comment on peut l'appeler, cette présentation. Moi, je pense que c'est plutôt cette discussion autour de ce qu'est le département DEM, Droit, Économie, Management de l'ENS Rennes, à l'occasion des portes ouvertes 2024 qui se déroulent pour nous sur le net pour la première fois. Alors, je me présente, je suis Gilles Lhuillier, je suis professeur de droit, je suis aussi donc directeur du département DEM de l'ENS Rennes depuis 2 ans et demi maintenant, et je suis aussi membre senior de l'Institut universitaire de France, ce qui est important puisque ça marque en réalité ce qu'on va évoquer aujourd'hui, c'est-à-dire la dimension recherche de notre département. Nous avons avec nous Perrine Carré, qui est une ancienne élève de l'ENS, et Lucas Terrera, qui est aussi un ancien élève de l'ENS, qui est encore un élève de l'ENS. Enfin, tous les deux sont encore des élèves de l'ENS. Mais bon, c'est des anciens et qui sont là pour échanger avec vous, présenter leur parcours, échanger avec vous. Ce que nous allons faire, c'est une première session. Je vais présenter avec un magnifique PowerPoint, si j'arrive à le dérouler, sur qu'est-ce que c'est que le département. Puis, Perrine et Lucas présenteront leur expérience. Ça se déroulera par ce qui est probablement le plus important, c'est-à-dire des questions. Alors, les questions, vous pouvez les déposer aussi pendant les présentations. Vous avez la discussion d'une part et le questions et réponses d'autre part. On va essayer de répondre soit directement. Perrine et Lucas ont accès, donc ils pourront, pendant que moi je parle, par exemple, vous répondre. Soit, bien évidemment, vous posez des questions ensuite et on échange, et j'aimerais bien que ce soit d'ailleurs Perrine et Lucas qui parlent. Dans un deuxième temps, on aura une session qui sera peut-être plus précisément consacrée aux 2 prépas que nous avons, la prépa à l'agrégation et la prépa à l'ENM. Et donc, nous attendons la directrice adjointe du département qui viendra, où je passerai une vidéo et puis on pourra discuter ensuite. Voilà, donc bienvenue au département. Je vais essayer de vous présenter. Alors, il va falloir me dire si ça marche, bien évidemment. De vous présenter brièvement le département. Est-ce que vous avez cette présentation à l'écran? Oui? De toute façon, oui, on voit très bien. Vous voyez? Bon, écoutez. Donc, le département DEM de l'ENS Rennes, présenté par Gilles Lhuillier. Alors, pourquoi vous présenter aujourd'hui, en fait, pourquoi vous présenter le département? Parce qu'il y a une transformation de l'ENS Rennes cette année, l'année 2023-2024. Il y a d'abord un nouveau diplôme national de l'ENS Rennes, c'est très important. On a maintenant les 4 ENS un diplôme national qui se substitue à des diplômes qui n'étaient que d'université, comme les magistères. Nous avons surtout pour nous une nouvelle maquette du département DEM qui a assez profondément changé la physionomie du département. Ça veut dire quoi? Nouvelle pédagogie avec une importante place de la recherche, mais aussi probablement, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, une transformation du recrutement. Les prépas, certes, mais je pense qu'on souhaite s'ouvrir plus vers des doubles licences ou d'un simple parcours monodisciplinaire avec un projet personnel fort. Il s'agit d'ouvrir socialement et intellectuellement le département, oui, s'adapter à la transformation du monde qu'a du mal à faire en réalité cette transformation, l'enseignement supérieur et la recherche en général. Si vous voulez aller plus loin que cette présentation, vous avez désormais depuis avant-hier une présentation du département sur le site avec, in fine, ce qu'on appelle le cheminement pédagogique, donc tout ce que je vais vous expliquer, mais de façon beaucoup plus claire, bien sûr. Et surtout, si vous voulez comprendre comment on construit une transformation dans l'enseignement supérieur et la recherche, vous allez voir le rapport pour la mission Droit et Justice que j'ai écrit il y a quelques années, qui est une réflexion sur les best practices, une recherche sur les best practices de l'enseignement supérieur et de la recherche, dont en réalité
nous n'avons fait que mettre en pratique. Donc voilà un exemple de la recherche. On fait la recherche et ensuite on essaie de l'appliquer dans le monde réel. Voilà, comment on peut résumer? C'est bien de résumer quand on parle de quelque chose. Notre département, je pense qu'une seule phrase pourrait résumer. C'est ce qu'on appelle, moi j'aime bien dire, on est la science en action. Alors, science en action, j'ai volé le titre, bien sûr, à un des plus importants livres de Bruno Latour, donc un des plus importants livres du siècle sur ce qu'est la science. Et de quoi il s'agit? Ça veut dire que la science, elle est en action parce que d'abord, elle se transforme. On est aujourd'hui à l'époque de ce qu'on appelle une science post-normale. C'est-à-dire que nous avons de tels risques sociétaux et planétaires qu'il faut qu'elle ait aujourd'hui un impact sur le social, un impact sur l'anthropocène. Ça veut dire que nos pratiques se transforment, et ça, c'est la réforme du département. Alors, cette transformation de la science, ça atteint aussi la pédagogie. C'est-à-dire qu'il y a un peu partout dans le monde une pédagogie par l'action, la mise en situation, qui fait de l'apprenant un acteur. Alors, d'autre part, la science en action, c'est l'action aussi qui est en crise, elle aussi. Je crois qu'il y a une crise du politique, bien sûr, de ces raisons, la multiplication des États illibéraux, peut-être en France bientôt, ce qui veut dire que la science a un rôle nouveau. C'est-à-dire qu'on a pour tâche urgente d'accompagner l'action publique. Il faut renouveler les objets de l'action publique, les concepts, les méthodes, ce qui veut dire que nos métiers de département d'EM, relèvent à la fois du monde de la recherche, mais aussi du monde de l'action, avec une grande porosité entre ces deux mondes. Porosité, c'est-à-dire transformation, et aussi dans les parcours, on va souvent de l'un à l'autre, beaucoup plus souvent, en tout cas, auparavant. On va reprendre donc chacun, au fond, ce petit résumé avec 10 points rapides. Premier point, je crois que l'émission. L'émission, c'est celle tout simplement de l'ENS, des ENS, traditionnellement, c'est l'excellence de la recherche. Alors, on est là pour faire de la recherche. C'est la thèse, éventuellement l'agrégation, bien évidemment. Et notre département, en plus, c'est la science en action. C'est aussi la préparation de métiers de la fonction publique, l'agrégation, bien sûr, pour l'enseignement dans les lycées, mais aussi la magistrature. Excuse-moi, Gilles, je te coupe juste une seconde parce que le PowerPoint est bloqué sur la science en action. Ah. Je pense que tu as dû passer au prochain, mais... Ouais. Voilà, c'est ça, c'est passé. Ah, c'est passé? Bon, ok. Donc, mais en réalité, nous avons une grande singularité qui est, par exemple, les prélabs, une année de recherche en laboratoire en France ou à l'étranger, et puis bien évidemment les CDSN, c'est-à-dire en fait les contrats doctoraux, qui sont attribués à l'ENS par un contrat particulier avec l'enseignement supérieur et la recherche, le ministère. Et donc nous avons des modes de financement des carrières des jeunes de l'ENS qui sont, je crois, sans aucun équivalent en France. Donc nos professions, ça a pour conséquence que ce sont des professions de la recherche principalement et de l'action publique. C'est bien sûr magistrature, mais institutions internationales, ONG de plus en plus, donc un décloisonnement des missions. En rappelant que bien évidemment, il y a une obligation décennale pour les élèves fonctionnaires et pour cela seulement. Deuxième point, si vous le voyez à l'écran, les disciplines. Là encore, il y a une évolution, traditionnellement pluridisciplinarité, c'est-à-dire droit, économie, management. Mais ce qui est nouveau, c'est interdisciplinarité, c'est-à-dire sciences de la nature, écologie, avec notamment de Herslow des cours sur la biodiversité, sur le climat, etc., et des cours d'épistémologie, c'est des pratiques, mises en pratique de ce qu'est aujourd'hui pratiqué au carrefour entre sciences sociales et sciences de la nature. Troisième point, les diplômes. Alors, les diplômes, la grande réforme, c'est que ce sont des parcours au service des projets des élèves. Il y a d'abord une multidiplomation, c'est-à-dire qu'il y a quasiment obligatoirement, sauf pour un parcours, un double master. Un double master plus éventuellement une agrégation, plus un diplôme national de l'ENS, plus éventuellement, pour ceux qui le souhaitent, une thèse. Ça veut dire des collaborations. Alors avec Sciences Po Rennes, nous avons
master commun. Et puis, nos élèves suivent des doubles masters, en tout cas en M1, avec l'Université de Rennes. Ils suivent aussi, bien évidemment, une licence et une formation à l'ENS en L3. Donc, notre grand master, c'est politique publique ENS Rennes, avec quand même, je crois, 9 parcours aujourd'hui. Et puis, nous avons des accords avec l'Université de Rennes, droit européen, droit social, peut-être droit public, économie des politiques publiques, économie de l'environnement, etc. Donc, grand choix des élèves. Les maquettes, c'est 3 parcours au choix de l'élève qui sont très différents. Si nous arrivons à le suivre, voilà, 4e parcours, la dominante, enseignement supérieur et recherche. Alors, si un élève choisit ce parcours, la première année, c'est, comme tous les parcours, une L3 à l'Université de Rennes, plus nos enseignements spécifiques ENS. Par exemple, commence bientôt un cours de droit international privé que je réalisais récemment, qui va être fait par un professeur de l'Université de Rennes, en anglais, dans une approche comparative. 2e année, nous avons un M1 de l'Université de Rennes qui est de droit européen, plus un M1 de Sciences Po Rennes, EDEM. C'est le début de la préparation à la préparation de la grecque. La 3e année, c'est un master de Sciences Po Rennes, politique publique. EDEM 2, c'est la préparation à la grecque. Et la 4e année, c'est au choix des élèves, très ouvert. Un M2 dans une université, au choix de l'élève, l'université, bien évidemment, ou un master, éventuellement, ou un retour vers une autre. Enfin, oui, en fait, l'idée, c'est que la 4e année est une année de préparation à la thèse, et donc c'est un master 2, quelle que soit la discipline choisie ou quelle que soit l'université choisie. 2e dominante, l'élève peut choisir le parcours recherche internationale, donc il y a une première année d'M1 identique à l'autre parcours, pour les 3 parcours, les 3 dominantes. La 2e année, alors c'est un M1 de notre master politique publique qui s'appelle Earth Law. Earth Law, c'est une préparation en réalité à la recherche, plus un M1 au choix, ça c'est la grande nouveauté de la réforme, la possibilité de choisir entre plusieurs Master 1 à l'Université de Rennes, Master de droit européen, Master de droit social, Master de droit public à la rentrée, je l'espère, Master d'économie de l'environnement, Master d'économie des politiques publiques. Voilà, on a désormais un grand choix possible. M2, alors là, une grande particularité, la possibilité de suivre, comme dans tous les parcours, un M2 recherche, bien sûr, mais ça doit être un M2 recherche qui doit être soit à l'international, soit en France, dans une université, mais ça peut aussi, cette année-là, être un prélab, c'est-à-dire une année en laboratoire, en France ou à l'étranger. Quant à la 4e année, c'est au fond la même possibilité, c'est soit un M2 recherche dans n'importe quelle université, soit un stage long à l'étranger d'une année. Et puis les années 3 et 4 peuvent être inversées. Nous avons enfin la 3e dominante, recherche aux interfaces, ce qui en fait singularise ce parcours. C'est en réalité la possibilité qui est ouverte à nos élèves de choisir, par exemple, de faire une licence de mathématiques ou d'économétrie pour s'orienter plus facilement vers des carrières d'économie. Recherche aux interfaces, c'est donc aller encore plus loin que l'inter ou la pluridisciplinarité qui est offerte à l'ENS Rennes, et c'est donc une grande possibilité d'ouverture. Alors, petit point et inversement des lettres, pour la nouveauté qui est le master Earth Law, parce que c'est une préparation à la recherche pluri-interdisciplinaire. On participe à des recherches collectives, il y a peu d'heures de cours, c'est des séminaires.
Et ce sont des séminaires qui associent des vrais chercheurs, comme le séminaire ENS DEM et l'IOD, donc l'UMR, le gros UMR juridique de l'Ouest. 50% des cours sont en anglais réalisés par des intervenants étrangers. L'idée est assez simple, c'est qu'il ne s'agit pas seulement, bien évidemment, de parler couramment anglais, il s'agit d'être introduit aux objets, aux épistémés, aux pratiques de la recherche internationale. Hein, il y a une recherche en France et une recherche dans le monde. En réalité, celle-ci est différente. Voilà, c'est une introduction à cette différence. Un point 8 sur les césures, les passerelles, les prépas. La césure, c'est la respiration. C'est-à-dire que c'est de droit, j'insiste, un élève demande une césure et il n'a pas à la motiver. À son retour, donc, bien sûr, il faut qu'il ait l'accord du département pour revenir dans la scolarité de l'ENS. Alors, c'est très important, ça permet de prendre son temps, d'expérimenter, ce qui veut dire, bien sûr, pas de rémunération pour les élèves fonctionnaires dans cette durée. Ensuite, nous avons la passerelle. Donc, nous avons un accord avec Sciences Po Paris. Là encore, c'est dans l'immense majorité des cas hors scolarité, c'est d'une certaine façon une césure, car à l'ENS, la scolarité est liée à des M2 recherche, ce qui n'est pas le cas en général pour les masters de Sciences Po Paris, sauf certains. Donc, en fait, ça dépend des masters choisis par les élèves de notre département. Prépa ENM, là encore, c'est une singularité, c'est une scolarité en 3 ans. Pas de diplôme de l'ENS, puisque le diplôme de l'ENS, c'est lié à 4 ans, et que la 4e année de formation à l'ENS est liée, dans tous les cas, à un projet de thèse. Pédagogie maintenant, eh bien, initiation à la recherche par la recherche, juste une image qui est incompréhensible, mais qui montre tout simplement que ces nouveautés pédagogiques sont inscrites dans la maquette. Ce qu'on va voir ensuite, d'ailleurs, la law clinique fait partie des obligations et nous avons diminué les heures de cours pour introduire ces éléments. Alors, on va prendre juste 2 exemples. Le premier, c'est la law clinique. La law clinique, elle travaille avec des partenaires associatifs. On a 4, bientôt 6 grands partenaires, Sherpa, Intérêt à Agir, Anticorps, etc. C'est aujourd'hui, au fond, si les partis politiques animent la vie politique, c'est peut-être plus les ONG qui, en réalité, selon la Constitution, sont plus les ONG, en réalité, qui jouent ce rôle et qui portent la demande sociale. La vraie demande sociale aujourd'hui, donc, c'est une bonne façon pour nous de les accompagner que d'introduire, en fait, les élèves à une pratique du droit qui est orientée vers la demande sociale, et pas du tout vers la technologie ou la théorie. C'est donc pour nous une façon de transformer la pédagogie pour un droit dans la vie, hein, un droit en action, c'est les actions en justice, les réformes de texte, et pour introduire au droit comme pratique. Alors, deuxième exemple de ces nouvelles pédagogies, les séminaires de l'Anthropocène, c'est des séminaires qui sont réalisés par les élèves en coordination avec les enseignants. Et il s'agit en réalité pour les élèves d'organiser un séminaire en invitant sur des thèmes qui sont choisis par les élèves eux-mêmes, qui leur semblent importants. Je vais vous donner un exemple. Le 21 novembre 2023, on a invité M. Ferry parce qu'il a fait ce très très important rapport sur au fond, transition et économie. Et il nous dit, après avoir eu toute une vie consacrée à une économie très, très classique, qu'il n'y aura pas de transition sans sobriété. Alors, vous voyez, c'est intéressant. Choix par les élèves du thème, et en même temps, retour critique sur ce qu'est faire recherche, puisque nous avons un chercheur qui, en réalité, dans une science économique qui met en avant des théories qui, parfois, les amènent à imaginer un monde de faits qui n'existe pas. Voilà un chercheur qui prend en compte les faits et dont les faits, la lecture des faits, remet en cause en réalité tout simplement ces théories. Donc vous voyez, approche critique. Alors pour terminer, pour conclusion, vous voyez qu'il y a un fil rouge dans toutes ces
ces nouveaux parcours, dans toutes ces nouvelles pratiques du département. C'est celui qu'on avait en réalité annoncé en introduction, celui des transformations de l'action publique, de l'enseignement supérieur, de la recherche. C'est l'idée c'est l'idée de théâtre peut-être, cette idée d'action, cette idée d'interaction, pour reprendre le très beau livre, La mise en scène de la vie quotidienne d'Erving Goffman, où la séparation entre l'élève et l'enseignant devient plus fragile, entre l'élève et le citoyen devient aussi plus fragile. Et en réalité, cette promotion de l'agir, ça correspond peut-être à un retour au Moyen-Âge, où l'enseignement supérieur et la recherche, c'était à la fois la lectio, vous avez une petite image là, voilà, on vous dit, mais c'était aussi la disputatio, c'était agir, c'était se confronter pour transformer. Voilà, petit retour donc en réalité de l'ENS à la très très grande et ancienne tradition de l'université. Voilà, je vous remercie. Peut-être en réalité peut-on maintenant demander à Lucas et à Perrine d'abord leurs commentaires, mais surtout en fait essayer d'évoquer leur propre parcours à l'ENS. Je peux commencer peut-être, étant donné que donc peut-être je me représente parce qu'il y en a sans doute qui ont rejoint après. Donc je suis Perrine Carré, je suis actuellement doctorante à Florence en Italie, à l'Institut universitaire européen. Et je suis rentrée à l'ENS en 2018, donc bien avant tous les nouveaux parcours que Gilles vient de présenter. Moi, ce que j'avais fait à l'ENS, c'était le parcours EDEM, qui est donc le parcours où j'ai passé l'agrégation et puis j'ai fait le master de droit européen à Rennes. Et à la suite de ça, je suis partie à Florence, donc en Italie, à l'Institut universitaire européen, qui est un centre de recherche en sciences sociales, majoritairement européen, même s'il y a de plus en plus une ouverture internationale, mais ça reste un centre qui est surtout européen, avec 4 départements de recherche, droit, histoire, économie et sciences politiques. C'est un centre qui présente 2 spécificités par rapport à une université classique. D'une part, il n'y a pas d'enseignement, il y a un master, mais c'est un master de vraiment gouvernance politique publique. Et donc, il n'y a que quelques étudiants. Et la deuxième spécificité, c'est que l'immense majorité des chercheurs sont des jeunes chercheurs, puisque le centre accueille surtout des doctorants et des post-doctorants. Et peut-être, j'ai dit 2 possibilités, mais en fait, il y en a 2 spécificités, mais il y en a peut-être une troisième, c'est que comme c'est très en lien avec ce qu'expliquait Gilles tout de suite, c'est que c'est à la fois un centre de recherche et un centre orienté sur l'action publique. Et puisqu'il y a une part qui est très recherche théorique, et l'autre part le centre abrite aussi des structures qui sont plus des structures de recherche appliquée, orientées sur... il y a un centre de recherche sur l'immigration, enfin voilà, il y a aussi de la recherche appliquée, et c'est peut-être d'ailleurs ce que j'ai découvert, parce qu'en fait, comme je vous disais, moi j'ai fait le parcours EDEM, et donc j'avais pas cette ouverture à la recherche, en tout cas beaucoup moins cette ouverture à la recherche internationale qui fait maintenant partie pleinement de la maquette. Et donc c'est vrai que moi j'ai découvert tout un pan de la recherche qu'on ne connaît pas si on a surtout étudié en France, et même si les universités aussi s'ouvrent de plus en plus. C'est vrai que c'est assez récent le tournant en France vers la recherche internationale, notamment le fait que la recherche elle peut aussi être appliquée, exactement ce que disait Gilles tout de suite, que enfin voilà, une recherche beaucoup plus proche des faits et des enjeux contemporains, tout ça. Donc moi je travaille en 2 mots, je fais du droit du travail là-bas, et je travaille sur les droits des travailleurs dans la transition écologique, justement, dans les politiques environnementales. Et donc voilà, on pourra parler peut-être un petit peu plus tard si jamais vous avez des questions. Mais voilà, je pense que surtout je voulais
Je ne peux que Ouais. témoigner effectivement du décalage entre la recherche telle qu'on la conçoit quand on est étudiant, quand on sort de licence ou même en master, et la réalité de la recherche internationale qui est, je pense, beaucoup plus riche que ce qu'on imagine. Et on découvre que la plupart des gens avec lesquels on se retrouve, c'est des gens qui ont déjà ces approches-là, c'est des gens qui sont déjà ouverts beaucoup à l'interdisciplinarité, à des méthodes de recherche qui ne sont pas doctrinales en fait, qui sont des méthodes plus en lien avec les pratiques internationales. Merci Lérine. Je propose d'enchaîner directement parce qu'on s'était un peu consulté pour faire des interventions complémentaires. Donc moi, pour me représenter, je suis Luca Tanrera et je suis en 3e année de ENS actuellement. Et je suis aussi à l'Institut universitaire européen de Florence pour une année de LLM pré-thèse. Je vais peut-être expliquer ce que c'est rapidement, en 2 mots mon sujet, et ensuite on va revenir sur les débats qu'a lancé Perrine entre recherche française internationale, euh, sortir du nationalisme méthodologique, etc. Je vais en reparler. Donc le LLM, je ne sais pas si vous avez une idée de ce que c'est, mais c'est très connu à partir de quand on arrive en fin de licence en droit, parce que c'est une formation qui est normalement intense, très cotée sur le marché du travail, et très coûteuse en principe, et qui se fait à l'étranger, et il n'y en a presque pas en France, ou peut-être un, mais qui n'est pas vraiment coté ou important. Donc voilà, là, on a accès à l'Institut après un niveau de M1 classique, à ce LLM qui est pas forcément un LLM orienté vers la pratique, mais plutôt orienté recherche, on nous pousse à être en immersion dans un labo de recherche. On est avec des doctorants toute la journée. On a les mêmes attendus que si on était en première année de thèse, ce qui est assez intéressant parce comme Gilles en parlait, c'est le théâtre de l'enseignement. Bah, en fait, on joue un rôle, on joue le doctorant alors qu'on ne l'est pas. Mais moi, c'est ce que j'aime cette année, parce que c'est ça qui nous fait, j- en tout cas pour moi, progresser et monter en compétence sur tout un ensemble de domaines qu'on ne maîtrisait pas du tout, ou qu'on commençait à maîtriser à l'ENS, notamment par la formation, je vais y revenir. Donc, par exemple, cette année, moi, je dois designer mon projet de thèse, en gros, oui, établir un research design, comme on dit ici. Et je propose de travailler sur une étude critique et transdisciplinaire de la régulation des chaînes de valeur, euh, notamment quand on pense, pour être très concret, aux atteintes aux droits humains et à l'environnement que causent les entreprises transnationales. Euh, donc ça, c'est vraiment pour en parler très brièvement. Euh, pour un petit peu la différence entre la recherche telle qu'on la conçoit en France en droit et la recherche à l'international. Et je pense que ça va faire écho aussi à tout ce dont on a parlé dans cette réforme de la maquette, parce que c'est l'objectif aussi. Et je vais parler de mon expérience personnelle, puisque moi, l'ENS, elle m'a permis d'intégrer l'école, d'intégrer l'institut, puisque c'est une étiquette, c'est une image, mais elle m'a aussi permis de l'intégrer dans de bonnes conditions, c'est-à-dire de ne pas me retrouver démuni. C'est assez important parce que on est arrivé dans un milieu où on est 30 par promotion. Toutes les personnes ont fait les meilleures universités au monde. Euh, Nous, on vient de l'ENS, mais on n'a pas les codes internationaux à l'origine. Moi, je les ai eus en faisant ce Master Workflow, ce parcours transdisciplinaire, puisqu'on a eu la chance d'avoir des cours avec des professeurs qui étaient intervenants, mais qui étaient de fac étrangères, des cours en anglais, des cours d'épistémologie, tout ce qui se fait euh, dans dans la recherche internationale, dans les formations internationales. On a eu la chance de l'avoir, gratuitement en plus, à l'ENS, dans une formation intégrée où on n'était pas trop, vu que la maquette a été réformée d'une plutôt bonne façon, on n'était pas débordé, on a eu le temps de souffler, de comprendre ce qui nous arrivait. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu personnellement. Donc, je trouvais que c'était très utile pour ensuite aller vers un institut international. Ça peut être autre chose que l'Institut universitaire européen, bien sûr, hein. Mais en général, je pense que ça aide. Et quand on voit toutes les personnes qui ont fait ce nouveau Master Workflow, cette nouvelle maquette,
qui sont aujourd'hui partis dans des masters plutôt internationaux, ça change un petit peu dans des masters ou dans des formations ou des instituts, peu importe. On voit que ça aide beaucoup, j'ai l'impression, les élèves de l'ENS à sortir de la France, sans que ce soit nécessaire, mais c'est important et on a beaucoup à y apprendre en tout cas, j'ai l'impression. Parce que pour donner des exemples concrets sur ce qu'on disait, moi j'expérimente actuellement ce théâtre de l'enseignement, ce théâtre de la recherche. Il y a une séparation beaucoup plus fragile entre les professeurs, les chercheurs et les élèves. Nous, on nous appelle chercheurs, ce qui est déjà, d'un point de vue symbolique et important parce qu'on se considère, je sais pas, notre juste valeur. Et donc il y a tout cet environnement qui est créé pour nous et qui nous permet de nous exprimer pleinement. Et on est accompagné pour ça dans des rapports horizontaux, j'ai envie de dire, mais bon, ça c'est dans mon cas. Après, je pense que ça dépend mais on peut développer des rapports horizontaux, on peut développer nos projets. On a les moyens en nous, entre nos mains pour faire des choses intéressantes. Et ça, c'est l'ENS d'abord qui nous initie à ça, parce qu'on a la chance de pouvoir personnaliser son parcours, ce que personne ne peut faire, hein, clairement, dans l'enseignement supérieur, à part les normaliens. Et ensuite, on peut le répéter, encore une fois qu'après la 3e année, on sort du cursus ENS ou après la 4e année, on peut le répéter en choisissant des instituts français ou internationaux qui sont dans un même état d'esprit. Voilà. Je ne sais pas si on peut passer à des échanges, questions. Peut-être, Gilles, tu as des réactions? Non, moi, si tu évoques cette horizontalité des rapports, non, j'ai pas de remarques à faire à ce que Lucas Chapour, néanmoins élève à l'ENS, a dit. Ce que je propose, c'est effectivement, s'il y a des questions, alors questions-réponses, sinon, vous pouvez tout simplement mettre votre... il faut taper sur la petite main. Moi, je mets à ce moment-là votre micro. Alors, je sais que c'est pas forcément naturel en France. Et ça, c'est encore une des choses qu'il faut briser. C'est pas naturel de prendre la parole, alors qu'à l'étranger. Alors, on a David. David, il faut m'excuser, il faut que j'arrive à mettre votre micro. Est-ce qu'on entend David là? Est-ce que vous pouvez parler, David, ou alors, je pense que je peux essayer, peut-être. je vais essayer, ouais, ça serait mieux parce que moi, je suis pas très doué pour ça. Normalement, le micro est autorisé, donc... Alors, c'est peut-être David qui doit mettre son micro pour parler. Ouais. Nous, on a autorisé le micro, donc je pense que maintenant, il suffit de votre côté, David, peut-être l'activer. Allô? Alors moi, je vois que son micro est slash, donc c'est le micro de David qui est fermé. Oui, c'est ça. Ouais. Peut-être, si jamais c'est possible de poser une question aussi dans le question-réponse, dans l'onglet questions-réponses, on pourra la lire ensuite publiquement si jamais. Est-ce qu'il est activé là? Oui, bravo David. Oui, voilà, super. C'est bien. Ouais, moi aussi, je monte en compétences. Ouais, non. Vous avez vu à quel point moi je suis pas doué, hein, donc. Merci beaucoup. Alors j'ai une petite question qui est aussi une suggestion, mais je vous laisse décider si elle est pertinente. Il y a quelques jours, on a reçu un lien très intéressant vers un podcast. Je crois que c'était des étudiants de l'association UBIDEM. Et donc de l'ENS, et parmi tous les petits podcasts, les petits enregistrements, il y avait donc un témoignage sur la prépa D1. Et c'était très intéressant parce qu'on se plaçait au niveau de l'élève. Et donc moi, je vous entends parler, et notamment les deux étudiants, et ça me dit quelque chose parce que j'ai aussi fait un doctorat, etc. Mais nos élèves, ce sont des élèves de Bac+1, Bac+2.
Et alors, nous sommes à Nice, donc nous sommes des provinciaux. Et pour dire les choses simplement, ils n'ont aucune idée de ce qu'est la recherche. Alors, on essaye de les initier. Et donc, ma question est la suivante. Est-ce qu'on pourrait faire avec les étudiants, est-ce qu'on pourrait envisager, si les étudiants ont le temps, en cours d'année, peut-être en fin d'année pour les D1 qui sont en première année, à la fin de leur année, je ne sais pas, enfin, ça c'est à discuter. Est-ce qu'on pourrait envisager justement une rencontre par visio où des élèves de l'ENS, et justement notamment qui se destinent à la recherche et qui sont en pleine recherche, expliquent ce qu'ils font et que ça donne, encore une fois, hein, pas d'un point de vue rétroactif, mais voilà, au niveau de l'élève, en fait, ça leur permettrait de comprendre ce que vous faites à l'ENS et ce que ça signifie d'être chercheur et tout cet écosystème dont vous avez parlé, parce que nous, ça nous dit quelque chose d'orienter les pratiques, de les ouvrir sur des pratiques internationales et plus franco-françaises, de faire venir les ONG, de remettre de l'oxygène dans le bocal, mais eux, à mon avis, pour eux, c'est pas tangible. Ok, si je peux répondre, David, avant que les élèves répondent. D'abord, je pense que le plus court chemin entre par exemple Nice et Londres ou Harvard, je pense que c'est le NS-Rennes. Voilà, donc c'est pas nécessairement Paris. Donc ouais, cette question de la province, je pense qu'effectivement les cartes ont été complètement redistribuées, les cartes du monde de l'enseignement supérieur et de la recherche. Donc ça c'est un premier point. Le deuxième point, ce podcast de Ubidem, en fait, il est parti à la réforme. C'est-à-dire que moi, j'ai intégré Ubidem, en fait, parmi les enseignants de l'ENS. C'est-à-dire que la séparation enseignant-élève tente à se séparer. Et par exemple, c'est Ubidem qui co-organise les séminaires de l'Anthropocène. Voilà, donc c'est super que vous citiez cette podcast, puisque c'est vraiment ce qu'on essaie de faire. Et puis, troisième chose, c'est une super idée. Alors, je pense qu'on va en parler avec les élèves. Vous restez en contact avec nous. On pourra en refaire un ouvert. Une des idées possibles, c'est, et ça me permet d'engueuler un petit peu Lucas, c'est de prendre l'exemple d'une recherche qu'on a fait l'année dernière dans Oslo et qui a donné lieu ensuite à une publication dans une revue de rang A, la revue Droit et Société. L'article a été accepté, doit être publié et Lucas doit refaire une dernière lecture et nous sommes en retard. En réalité, c'est quelque chose qui a été une recherche collective sur un cas extrêmement concret. C'était la question du greenwashing. Quels sont les enjeux sociaux? Comment on recherche? Comment on travaille surtout ensemble? Et puis, qu'est-ce que ça donne, en fait, comme effet dans le réel, dans l'effet social réel? On pourrait faire une petite présentation, discussion autour de ça, pour voir concrètement comment on travaille, nous, et ce que c'est que la recherche, en fait, concrètement. Ce n'est pas un truc abstrait, c'est un truc qui sert à quelque chose. Et c'est des pratiques d'interaction, des pratiques intellectuelles, d'expression, des savoir-faire aussi, pas seulement intellectuels, mais des savoir-faire, des soft skills. Il faut bosser ensemble aussi, c'est important ça. Hein. Il faut que je supporte Lucas, moi, par exemple. Oui, c'est terrible. Est-ce que ça vous... Super, on en reparle alors. On est ouvert à toute proposition. Vous voyez que vraiment, on essaie de mettre fin aux frontières, quoi. On travaille ensemble. Okay, merci beaucoup. Donc, on reste en contact. Ça marche, avec plaisir. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions sur... Est-ce qu'il faut mettre sa petite main? Alors oui, c'est ça aussi, l'enseignement comme théâtre, hein, c'est-à-dire cette grande difficulté quand on enseigne à l'étranger soi-même, hein, ou quand ensuite on est élève et qu'on va à l'étranger, on se rend compte que finalement les élèves français sont assez chats et ils n'osent pas trop prendre la parole, quoi. Et c'est aussi un apprentissage. C'est assez étonnant, hein, ce décalage. C'est aussi cet apprentissage, quoi. On peut intervenir avec des profs, des chercheurs, des ministres. C'est pas un problème. Hein. Il y a un principe d'égalité intellectuelle qui est au cœur même du projet du monde de la recherche. Ou d'ailleurs, tout le monde se tutoie dans le monde de la recherche, sauf chez les juristes. Hein. Mais bon, c'est une particularité. Alors, est-ce qu'il y aurait des questions?
Si on n'a pas, moi je peux peut-être me permettre une remarque sur ce qui vient d'être dit. C'est vrai, enfin moi je suis maintenant ça fait quand même quelques années que donc il y a eu l'ENS, j'ai déjà commencé mon doctorat, mais c'est vrai qu'effectivement en début de licence j'avais strictement aucune idée de ce qu'était la recherche, j'avais même assez peu d'idées de ce qu'était même l'université avant d'arriver à l'université. Lucas et moi, on vient pas de prépa parisienne, alors rien contre les prépas parisiennes spécifiquement, mais je pense qu'effectivement, il y a quelque chose dans l'ouverture à tous les points de vue qui est important de souligner. Et c'est vrai que ça peut être des parcours où on ressent un décalage à un moment. Alors un décalage parce que les codes internationaux sont pas les codes français, parce que les codes peut-être de la province sont pas exactement des universités parisiennes. Pour autant, je pense que, enfin voilà, c'est aussi le moment de découvrir ça et donc voilà, il n'y a pas de. C'est vrai que là, la présentation peut-être était très sur des choses qui, je sais pas exactement qui, mais c'est vrai que moi en première année, enfin, je pense qu'en première année de prépa, la présentation qui vient d'être faite, ne m'aurait pas beaucoup parlé, alors elle m'aurait intéressée, je pense, parce que il y a des choses qui semblent très, enfin, peut-être que vous êtes déjà sensible à l'interdisciplinarité, à la pluridisciplinarité, à toutes ces idées, mais c'est vrai que ça peut sembler loin, mais il y a le temps. Il y a le temps de la fin de votre prépa, il y a le temps de, si vous êtes à l'université, de votre fin d'année d'université, il y a le temps des césures que mentionnait Gilles. Et donc, si c'est quelque chose qui semble vous intéresser, mais qui vous paraît très loin, faut pas vous dire que c'est pas fait pour vous. Au contraire, c'est euh, c'est toutes ces années qui vont vous permettre d'y avoir accès finalement. Donc voilà, ça peut faire peur, mais si vous sentez que c'est quelque chose qui vous intéresse, n'ayez pas peur et que ce soit par l'ENS ou par des parcours similaires, ça peut être accessible. Ouais, je suis d'accord avec toi, Perrine, et en plus, j'ai envie de souligner que c'est normal de pas savoir ce que c'est la recherche ou d'avoir une mauvaise image de ce que c'est parce que on va en amphithéâtre entre la L1 et la L2 et on a l'impression que ce qui sort de la bouche du prof, c'est la vérité absolue. Mais après, on se rend compte que c'est pas forcément la vérité ou que c'est pas forcément la seule vérité. Mais ça, on s'en rend compte en venant enfin, moi, pour mon cas, c'était venir à l'ENS, avoir accès même en venant pas de Paris, en venant pas d'un milieu social qui permettent d'aller dans des universités ou de voyager intellectuellement au-delà de tout ce qui est possible d'imaginer. Venir à l'ENS, c'est juste ouvrir toutes les possibilités. On peut personnaliser son parcours. On ne sait pas ce que c'est la recherche, mais allons la découvrir. Moi, c'est ce que j'ai fait en demandant directement à Gilles de m'expliquer. Et été ensuite assistant de recherche. Il se trouve que ça m'a beaucoup plu, mais ça aurait pu ne pas me plaire. J'aurais trouvé un stage en ONG qui m'aurait plu ou autre chose. Et il se trouve que c'est ce que font les élèves ici. Ils font, on va faire une présentation. C'est intéressant quand même de présenter la recherche, etc., comme on le fait aujourd'hui. Mais si vous venez, faut faire. Et vous aurez la possibilité de le faire. Et ça, c'est déjà une chance pour les étudiants dans l'enseignement supérieur, dans l'état d'université aujourd'hui. Je trouve qu'il faut en être conscient. Et je pense que c'est ce qui doit attirer les nouveaux élèves à l'ENS, les élèves qui sont en prépa. On ne savait pas quelque chose, on ne savait pas ce que c'est la recherche. Et de ce que je me souviens, on représente beaucoup la recherche en prépa D1 sous l'angle sciences économiques, critères de scientificité à la Popper. Il faut passer à autre chose. Mais c'est pas à vous de le faire. C'est ensuite, en allant à l'ENS, ça viendra. C'est normal de pas avoir une vision complètement globale de ce que c'est aujourd'hui. Je pense que même nous, on l'a pas si on est sérieux. Oui, alors je pense que l'intervention de tout à l'heure, elle était bien aussi pour recentrer, pour les principes de rhétorique à qui on s'adresse, recentrer vers des élèves de prépa qui sont peut-être loin de tout ça. Et je pense que parmi leurs préoccupations, il y a bien sûr, bon, c'est quoi l'ENS, mais aussi c'est quoi le recrutement. Parce que les élèves, ils sont encore le nez dans le guidon, ils pensent à un truc ça les inquiète, quoi. Et c'est vrai que cette transformation de l'ENS, il faut que l'élève il soit conscient de ça. Et les profs de prépa le sont déjà, je pense.
c'est que s'il y a une transformation de l'enseignement supérieur et de la recherche, s'il y a une transformation de l'ENS, il doit aussi y avoir une transformation de cette façon, de la façon dont on se prépare. Et vous voyez que, en fait, l'ENS, le département, c'est beaucoup plus concret qu'avant, d'une certaine façon. C'est des questions sociales. Et les chercheurs, mais le monde de la fonction publique, il doit juste répondre à une fonction sociale. Hein. Et ça c'est intéressant parce que dans votre préparation, je pense qu'un peu moins de théorie, plus de peut-être aussi dans l'engagement, et puis aussi il y a plusieurs façons d'entrer à l'ENS. Hein. Il y a le concours national, et puis après, il y a l'accès sur dossier, où en fait peut-être que nous, on va chercher à privilégier, d'abord à faire une nouvelle façon d'évaluer les dossiers, peut-être en associant les élèves, comme ça se fait dans les grandes universités du monde, dans la sélection des élèves, avec peut-être un choix aussi de prendre en compte des critères sur la singularité des parcours, l'engagement dans telle ou telle dimension sociale, plus que les meilleures notes à l'épreuve d'un truc qui, comme par exemple, droit des biens, dans la vie, ne sert pas à grand-chose. J'ai écrit en droit des biens, j'adore ça, mais franchement, ça ne sert à rien. Donc, c'est aussi dans votre façon de vous préparer, je pense, prendre en compte ce qu'on essaie de vous montrer, c'est que la recherche, c'est très concret, quoi. C'est ce que j'ai appelé la recherche post-normale, c'est de dire, vous savez, il y a des difficultés telles qu'elles mettent par exemple, en cause l'idée même de survie de notre humanité à moyen terme. Donc, on ne peut plus faire son boulot comme tout le monde, comme on le faisait, comme mon père l'a fait. Il faut le faire autrement. Voilà. Donc, on essaie de le faire autrement, on essaie d'être dans une certaine urgence, concrétude, il faut faire des choses, agir. Voilà. Et aussi l'attachement à la raison, à une époque d'écroulement des raisons, de déraison même. Ça, c'est aussi la tradition de l'ENS. Ça, c'est ce qu'on essaie de porter. La recherche, c'est la raison, en réalité. Voilà. Bon, Aussi... Oui, Lucas. Ouais, pour continuer sur ce que tu disais, c'est le sens des responsabilités des chercheurs aussi qui doivent beaucoup plus se préoccuper de leur pratique, sur quoi on travaille aussi dans les nouveaux projets. Et ça, on y est sensibilisé justement avec ces intervenants internationaux et c'est vraiment sympa. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas de questions, on va peut-être passer à la deuxième partie, qui va être très courte. C'est la présentation des prépas. Alors, courte parce que Jean-Baptiste Lénov, qui s'occupe de la prépa ENM, ne peut pas être présent parmi nous, mais il y a suffisamment d'éléments sur le site pour que vous connaissiez cette prépa qui, elle, n'a pas changé, qui est un des succès de l'ENS. Et puis, nous devons bien sûr présenter la prépa à l'agrégation, dont s'occupe Anne-Sophie. Je ne sais pas si elle est là. Sophie Bailly, je ne sais pas si elle est là. Sinon, ce que je vais faire, c'est tout simplement passer une vidéo qui montre là. Alors moi, je vais devoir y aller, mais je vous souhaite une bonne journée et merci encore pour l'invitation et au plaisir d'échanger avec tous les élèves s'ils ont des questions. Salut. Bah, À bientôt, Lucas. Donc, je vais partager la vidéo. Si j'y arrive, bien sûr. Voilà. Bon, je ne suis pas vraiment très doué pour ces trucs-là. Présentation de l'agrégation. En attendant, je peux peut-être ajouter une dernière chose sur ce dont on parlait. À l'agrégation. C'est parti. Donc, Je vais vous présenter l'année de préparation à l'agrégation. À l'ENS Rennes, les élèves qui choisissent de passer l'agrégation le font en fin de 3e année. C'est-à-dire que les élèves arrivent en prépa agrég avec un niveau Bac+4, avec un M1. Et
pendant l'année de prépa agrég, eh bien, les élèves préparent l'agrégation, bien sûr, mais également un M2. C'est le M2 PP-EDEM, c'est-à-dire politique publique, parcours, enseignement, droit, économie et management. Ainsi, en fin de troisième année, eh bien, les élèves sont agrégés et obtiennent un M2. Le concours préparé au sein du département s'appelle l'agrégation d'économie et gestion. Il y a plusieurs options que je vous présenterai ensuite, mais d'abord je vous montre la structure générale du concours. Un concours exigeant, sélectif, 6 épreuves en tout, 3 épreuves à l'écrit, 3 épreuves à l'oral. Concernant les épreuves d'admissibilité, vous voyez que les candidats doivent d'abord passer une épreuve de dissertation en management. Ensuite, le deuxième jour, une épreuve sur dossier, avec 2 dossiers, l'un en droit et l'autre en économie. Et enfin, une épreuve d'étude de cas portant sur la gestion des entreprises et des organisations selon le choix de l'option. À l'oral, 3 épreuves également, une épreuve portant sur le management avec une partie pédagogie et didactique, une épreuve au choix soit entre droit, soit entre économie, mais attention, le choix est à faire bien sûr au moment de l'inscription au concours. Et enfin, toujours la fameuse épreuve d'étude de cas portant sur la gestion des entreprises et des organisations. Et vous voyez que toutes les épreuves ont le même format, 5 heures à l'écrit et 4 heures de préparation à l'oral, suivi de l'épreuve d'1 heure, et même coefficient pour toutes les épreuves. Cette agrégation qui s'appelle économie et gestion propose 5 options. Donc il y a 5 options en tout, j'ai mis les 5 options ici. À l'ENS Rennes, nous préparons à 3 options. 2 options sont entièrement préparées sur le site, à savoir l'option A intitulée Administration et ressources humaines et l'option C Marketing. L'option B est préparée en lien avec Rennes 1. En fait, l'option B s'adresse notamment aux élèves de l'ENS Paris-Saclay qui veulent passer l'agrégation et qui maintenant viennent chez nous pour préparer le concours. Comment s'organise l'année de préparation à l'agrégation? Je vous montre. C'est une année assez dense. On commence début septembre jusqu'à fin mai. Actuellement, nos élèves sont en période de révision pour les écrits, puisqu'ils vont passer les épreuves au mois de mars. Et ensuite, on reprend la préparation à l'oral jusqu'à fin mai, puisque les épreuves orales auront lieu au mois de juin. Pendant l'année de prépa agrég, les élèves suivent des cours, ils font pas mal d'entraînements, il y a des devoirs de programmer, il y a des agrégations blanches, il y a des oraux blancs. Donc une année assez intense en travail, mais si les élèves travaillent régulièrement et sérieusement, eh bien en général, ça se passe plutôt très bien. La preuve, je vous montre ici les résultats au concours à l'ENS Rennes. Je vous ai mis dans ce petit tableau les résultats sur 3 ans, faute de place, mais je pense que 3 années sont suffisantes pour vous montrer que les résultats sont toujours très bons. Donc je vous laisse lire les taux de réussite et puis je vais insister sur les motivations à ce concours. Pourquoi est-ce que les élèves choisissent la prépa agrég? Pourquoi vouloir passer l'agrégation? Bien sûr, pour l'excellence de notre formation, pour vouloir enseigner, mais pas seulement. En effet, passer l'agrégation, ça permet également de sécuriser votre parcours recherche. Par exemple, lorsque vous arriverez en fin de thèse et que vous voudrez, par exemple, postuler sur un poste d'ATER, alors ATER, ça veut dire attaché temporaire d'enseignement et de recherche, eh bien, il vaut mieux être agrégé. On est pris plus facilement quand on est agrégé. Donc ça, ce n'est qu'un exemple pour vous montrer que l'agrégation sert également à sécuriser votre parcours recherche. Et puis, en prépa agrég, on apprend plein de choses. On apprend du droit, de l'économie, du management, de la gestion. Et parmi tous les parcours proposés en DEM, je pense que c'est l'un des parcours qui offre le plus de diversité dans les matières. Je pense aussi qu'il faut voir ce concours d'agrégation un peu comme un diplôme. C'est une sorte de diplôme qui atteste de votre parcours de formation à l'ENS. Tout à l'heure, vous entendrez la présentation de M. Frédéric Bassot. Il y a quelques années, Frédéric Bassot a réussi avec beaucoup de succès le concours option A, ressources humaines. Pour terminer, avant de vous remercier,
Pour terminer sur cette présentation, sachez également qu'à l'ENS, il n'y a pas que des normaliens qui préparent le concours de l'agrégation. Chaque année, nous accueillons également quelques candidats extérieurs. Par exemple, des élèves de l'IEP grâce au partenariat, d'ailleurs des élèves qui arrivent dès la 2e année en M1. Aussi des enseignants qui peuvent parfois bénéficier d'un congé formation. Et puis aussi des étudiants en formation initiale qui ont un M1 et qui savent qu'en venant chez nous et en travaillant assidûment pendant quelques mois, eh bien, ils ou elles sont, je ne vais pas dire certains, mais ont beaucoup de chances d'obtenir l'agrégation. Voilà, la présentation donc de la prépa EDEM est terminée, mais je crois aussi que nous avons aussi dépassé un tout petit peu la durée de... Non, nous avons encore quelques secondes avant que commence, je crois, la présentation de l'ENS par Pascal Magnol, son président. Donc, moi, j'ai qu'un seul mot, mail. C'est-à-dire envoyez-nous des questions, et puis que ce soit Perrine, Lucas, les élèves, les professeurs de l'ENM pourront le faire. Je vois que là, il y a des questions. André-Elmes à Lucas. Lucas et Perrine vous ont donné leur mail. Le mien, c'est via le site de l'ENS. Voilà, l'ENS est une petite école, ce qui nous permet d'avoir des relations interpersonnelles assez simples. Je vous remercie beaucoup d'avoir été présent lors de cette présentation du département d'EM. Et puis, j'espère à très bientôt. Au revoir.